On va démarrer. Excusez-nous pour ces quelques minutes de retard. Alors, messieurs les contrôleurs généraux et colonels, monsieur le rapporteur, chers collègues, nous continuons donc ce troisième cycle d'auditions consacré au personnel et aux associations de sécurité civile par une table ronde rassemblant les directeurs de plusieurs services départementaux d'incendie et de secours, répartis dans des zones de défense et de sécurité variées de notre territoire métropolitain. Étant précisé que nous avons déjà reçu la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon des marins-pompiers de Marseille, et que nous avons également prévu d'entendre bientôt des représentants de SDIS ultramarins. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, alors, monsieur le contrôleur général René Cellier. Vous êtes directeur départemental, chef du corps départemental du SDIS du Bas-Rhin, au titre de la zone de défense Est, donc. Monsieur le contrôleur général Emmanuel Claveau, vous êtes directeur départemental et métropolitain du SDIS du Rhône et de Lyon, au titre de la zone de défense Sud-Est. Monsieur le contrôleur général Éric Flores, bonjour à nouveau. Vous êtes directeur départemental du SDIS de l'Hérault. Donc c'est au titre de la zone de défense Sud. On a essayé je précise parce qu'on a essayé de répartir dans les différentes zones de défense. Monsieur le colonel Stéphane Comtal, vous êtes directeur départemental du SDIS de la Somme au titre de la zone de défense Nord. Et monsieur le colonel Franck Machingorena, c'est bien comme ça qu'on dit, et vous êtes directeur départemental du SDIS de la Haute-Vienne au titre de la zone de défense Sud-Ouest. En revanche, monsieur le contrôleur général Jean-François Gouy, directeur départemental chef de corps du SDIS du Morbihan, qui devait également participer à notre échange, nous a averti ne finalement pas pouvoir se joindre à nous en raison d'une contrainte imprévue. Ça arrive dans votre métier. Merci à tous de votre présence à cette table ronde. L'objectif de cet échange est double. Nous souhaitons d'abord approfondir notre compréhension des défis auxquels vos services sont confrontés sur le terrain, mais nous voulons aussi bénéficier de votre expérience pour nourrir notre réflexion sur l'organisation de notre modèle de sécurité et de protection civile dans sa globalité. Notre objectif est d'identifier les marges de progression pour consolider ce modèle dans son fonctionnement quotidien, bien sûr, mais aussi face aux crises majeures qui pourraient survenir demain, qui surviennent déjà aujourd'hui d'ailleurs, qu'il s'agisse de risques naturels, industriels, sanitaires ou sécuritaires, avec l'idée que ces crises en tout cas pourraient se multiplier, notamment du fait du changement climatique. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je me permets de vous préciser que notre mission d'information est composée de 25 députés reflétant la diversité des sensibilités politiques de notre Assemblée. Il y a des députés de tous les groupes de l'Assemblée nationale. Elle a été initiée à la demande du groupe Horizon. J'ai l'honneur de la présider et notre collègue Didier Lemaire, qui est à mes côtés, en est le rapporteur. Cette table ronde, comme toutes nos auditions, est enregistrée et sera mise à disposition du public sur le site de l'Assemblée nationale, et puis elle fera l'objet d'un compte-rendu qui sera annexé à notre rapport, que nous espérons rendre au printemps prochain. Et sans plus tarder, je cède la parole au rapporteur qui va vous poser une première série de questions pour entamer ces échanges. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les contrôleurs généraux. Merci à vous, mon colonel, aussi d'avoir répondu présent dans le cadre de ces auditions de la mission d'information dont parlait Madame la Présidente sur nos capacités d'anticipation et d'adaptation de notre modèle de sécurité civile. Alors, ce que je vous propose, peut-être dans un premier temps, puisque vous avez été destinataire de ce questionnaire, évidemment, on pourra échanger plus largement sur ce questionnaire ou bien d'autres choses, sur des messages que vous voudriez nous faire passer, tout du moins pour la mission d'information. Et on le fera peut-être en trois temps. Tout d'abord sur vos SDIS respectifs, sur le monde sapeur-pompier plus précisément, au sens large, et peut-être dans un troisième temps, sur notre modèle de sécurité civile avec le champ d'action qui est le sien, mais j'allais dire sur un spectre peut-être plus large. Alors, pour commencer, pourriez-vous peut-être nous parler, comme disait Madame la Présidente, vous avez une représentation au niveau du territoire. Nous cherchons à avoir une réflexion, bien sûr, sur l'ensemble du territoire français, y compris sur les Outre-mer, avec une particularité, qu'on puisse avoir cette réflexion tant dans le milieu rural que périurbain, urbain, qu'on soit à la mer ou à la montagne. Voilà, c'est un spectre que l'on veut étudier dans son ensemble. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est peut-être pouvoir nous présenter vos SDIS respectifs, ou en tous les cas, ou alors la zone dans laquelle vous êtes, avec les contraintes, les difficultés peut-être en termes de recrutement également, de capacité, de moyens, et éventuellement aux risques auxquels vous êtes amenés à faire face spécifiquement dans vos territoires. Bien. J'ai l'honneur de commencer ce
cette discussion. Déjà, merci pour votre invitation, parce que c'est quand même toujours un honneur d'être ici. Le SDIS, alors 6 du Bas-Rhin, il aurait fallu, c'est pas SDIS, puisqu'on a un service particulier, comme quelques-uns en France, enfin, mon collègue en fait partie, parce qu'on dépend notre président et le président de la collectivité européenne d'Alsace, et donc à ce titre-là, on a un service d'incendie et de secours. Donc l'Alsace, le Bas-Rhin, dans la zone Grand Est, dans la zone Est, pardon, zone de défense Est, un service d'incendie et de secours classique, hein, j'allais dire, composé d'environ 4500 sapeurs-pompiers volontaires, un peu moins de 900 personnels administratifs et techniques et sapeurs-pompiers professionnels, un maillage territorial très particulier je le dis parce que ça fait aussi partie des sujets de réflexion pour l'avenir. Et monsieur le député, vous connaissez bien la situation, un maillage territorial qui est très dense en Alsace, avec une particularité, une différence entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, avec dans le Haut-Rhin la prééminence de corps communaux, alors que dans le Bas-Rhin, la totalité des corps communaux ont été intégrés au corps départemental. Voilà pour un budget d'un peu plus de 100 millions d'euros en fonctionnement et un peu plus de 25-30 millions d'euros en investissement pour globalement présenter le service. Notre président, et c'est un peu la particularité, est à la fois président du 6 du Bas-Rhin et du 6 du Haut-Rhin, puisque en tant que président de la collectivité européenne d'Alsace. Alors je ne sais pas si je réponds un peu à toutes les questions ou je peux... Parmi les difficultés que je peux avoir aujourd'hui, mais je pense que là on pourra largement échanger avec mes collègues, j'identifie 3 difficultés. Le financement du service, qui est toujours on rencontre les mêmes difficultés, on en parlait un peu tout à l'heure. La deuxième difficulté, c'est la disponibilité de nos sapeurs-pompiers volontaires. Et la troisième difficulté, c'est la perte de sens qui est un peu liée aussi à la deuxième. Je m'explique. Alors, je ne sais pas si mes collègues vivent la même situation. Aujourd'hui, quand un VSAV du Bas-Rhin amène des victimes au centre hospitalier de Strasbourg, ce qu'on appelle les US, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui sont un hôpital très, très, très dimensionnant, ils attendent, la semaine dernière, 6h30 sur le parking avant de pouvoir déposer leur victime ou la personne qu'ils ont pris en charge. Donc ça pose 2 difficultés. Ça pose, la première difficulté, c'est déjà la mission qu'on nous demande de faire, et parfois ce qu'on appelle le SUAP, le soin et secours d'urgence aux personnes. On n'a pas le soin et encore moins l'urgence, et parfois on fait beaucoup d'assistanat. Et donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un peu cette perte de sens pour nos sapeurs-pompiers, professionnels comme volontaires, et qui nous disent, écoutez, moi je ne suis pas rentré pour faire du taxi. Voilà. Et la deuxième difficulté, c'est, alors qu'on a, on mesure, il y a une forte contrainte dans la disponibilité du volontariat en journée-semaine, la deuxième difficulté, c'est ces temps d'intervention qui sont complètement inacceptables. Personnellement, quand j'évoque le sujet, je dis que c'est de l'abus du service public, hein, puisque, encore une fois, quand on amène une victime pour lequel on nous a dressé un tableau où il fallait qu'on y aille de manière assez rapide, en urgence, et qu'on puisse attendre 6h30 et c'est régulier, hein, c'est pas exceptionnel, qu'on puisse attendre 6h30 sur le parking de l'hôpital, ça pose une vraie difficulté. L'intervention SUAP dans le Bas-Rhin, si je caricature un peu, mais à peine, on fait prendre des risques à nos sapeurs-pompiers pour aller sur les lieux de l'intervention. Ils quittent leur domicile ou leur employeur. On fait prendre des risques sur la route à nos sapeurs-pompiers. Ils arrivent sur les lieux d'intervention, ils font ce qu'ils ont à faire, ils le font bien. Ils ont beaucoup de mal parfois à passer le bilan médical au CRA 15. Ça peut aller jusqu'à une demi-heure, voire 40 minutes d'attente pour avoir quelqu'un qui leur répond. Une fois que leur a répondu, ils amènent
la personne au centre hospitalier ou à la clinique privée qui a été identifiée. Parfois, quand on arrive, je caricature à peine, hein, parfois quand on arrive devant cette clinique privée, on nous dit, mais il est hors de question que vous nous ameniez ce malade. Ah ben écoutez, c'est ce que le CRA nous a demandé de faire. Eh ben non, vous faites demi-tour et vous allez à l'hôpital public. Donc nos personnels font demi-tour, vont à l'hôpital public et ils attendent 6h30. Donc l'employeur, il a libéré son sapeur-pompier à 8h le matin et il le revoit à 17h le soir. Enfin, je caricature aussi, mais ça pose des vraies difficultés. Alors que nous, on se bat pour que nos employeurs libèrent leur personnel. Ils sont de moins en moins enclins à le faire parce qu'ils nous disent, écoutez, quand on en libère un, on ne le voit plus de la journée. Donc, et en plus, parfois, ils le font pour des choses qui ne relèvent pas de leur mission propre. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole, je voulais déjà introduire ces quelques sujets. Okay. Merci. Donc pour ce qui concerne donc, le service départemental métropolitain d'incendie de secours, effectivement, c'est un autre établissement particulier qui est issu du redécoupage en fait, sur le territoire du Rhône de deux territoires, la création de la métropole de Lyon et le nouveau Rhône, le nouveau département. Donc c'est un service d'incendie de secours qui est commun à ces deux collectivités. Donc, ce qui nous donne en fait une conformation assez intéressante, puisque en fait, on n'est pas simplement un gros SDIS centré sur des problématiques urbaines. On a aussi beaucoup de centres dans des zones très rurales. Et donc, en fait, voilà, le SDMIS, c'est une communauté de 6800 hommes et femmes, donc 1290 sapeurs-pompiers professionnels, 5200 sapeurs-pompiers volontaires, 350 personnels administratifs et techniques. Et puis, j'ai envie de rajouter les 1200 jeunes sapeurs-pompiers aussi, puisque ça a été aussi une volonté depuis de nombreuses années d'investir dans la jeunesse, pour en faire un vivier, mais pas seulement. C'est aussi une école de citoyenneté. Donc, territoire contrasté, à la fois la métropole de Lyon, donc deuxième métropole, aire métropolitaine de France, et puis beaucoup de petits villages. Donc, pour donner une illustration, nous avons 100 casernes. 21 sont des casernes mixtes avec des gardes postés, des sapeurs-pompiers professionnels, des sapeurs-pompiers volontaires, des renforts, et nous avons le reste, donc 79 casernes qui sont armées uniquement par des sapeurs-pompiers volontaires. Donc c'est très complémentaire. Au niveau de l'activité opérationnelle, donc c'est 119 000 interventions par an, c'est à peu près une intervention toutes les 4 minutes 20. Donc c'est une maison qui fait face à une fréquence de sollicitation qui est forte, et on est organisé donc pour faire face du quotidien à l'exceptionnel. L'exceptionnel, c'est couvrir à la fois toutes les problématiques liées à notre territoire, donc le couloir de la chimie. On a effectivement de nombreux sites Céveso avec une proximité avec des zones très urbanisées. On a aussi toutes les grandes voies de transport qui passent à proximité de ces sites. Les événements sur Lyon, qui est une métropole européenne, peuvent susciter des actions de type menace. Donc on est aussi organisé pour faire face et prendre en compte ces sujets. On a après, pour couvrir tout ça, un budget qui dépasse les 200 millions d'euros. Les difficultés sont, je dirais, assez proches de ce qui a été évoqué par mon collègue. Sur le volet humain, beaucoup d'interrogations autour du volontariat, qui est essentiel, sur lequel, historiquement, le SDMIS a beaucoup misé. On a beaucoup développé et renforcé le nombre de sapeurs-pompiers volontaires. On a mis en œuvre toutes les dispositions d'engagement différencié. On essaie vraiment de le soutenir, de l'accompagner. Mais on sent qu'il y a une transformation sociologique, sociétale du volontariat. Et on sent qu'on est un petit peu à la croisée des chemins. Ce n'est pas tellement un problème de recrutement. Il y a un sujet de fidélisation, assurément.
Mais c'est aussi, post-Covid, la découverte que nos sapeurs-pompiers, et c'est bien normal, ont aussi d'autres activités et donc sont un peu moins exclusifs dans leur engagement, à nous réserver leur disponibilité. Et je crois que ça, c'est une tendance sociétale forte qui n'est pas du tout spécifique au Rhône, mais qui est un sujet dont il faudra qu'on reparle parce que ça préfigure des changements profonds pour les années qui viennent. Sujet financier, très clairement. Bouclage budgétaire devient compliqué. Et ensuite, petit focus sur les actes, sur les interventions de secours à personne. Simplement pour vous dire qu'en 20 ans, ils ont doublé. Voilà, les interventions de secours d'urgence à personne ont doublé. Et quand on zoome sur ce qu'on appelle secours d'urgence à personne, il y a aussi les mêmes difficultés. Alors c'est un peu moins marqué parce qu'on a la chance de ne pas avoir des temps d'attente aussi longs aux urgences. On a un gros travail partenarial avec tous les autres acteurs de la santé. On a développé un certain nombre de choses innovantes sur lesquelles je reviendrai si vous le souhaitez. Mais ceci dit, on sent effectivement que le monde de la santé est en souffrance, en tension, et il y a un corollaire, aussi bien sur la partie très urbanisée de la métropole que sur les zones beaucoup plus rurales. Et je partage aussi ce qui est évoqué avec le problème récurrent des sapeurs-pompiers qui sont immobilisés longtemps à certains moments ou qui font des transferts longs. Et donc, notamment pour les volontaires, c'est un vrai sujet de tension avec les employeurs, où c'est une difficulté, où eux-mêmes, du coup, pour ne pas être en tension avec leur employeur, donc ne se mettent plus disponibles ou n'assurent plus ces activités. Et le trop de secours à personne a effectivement un côté qui freine la disponibilité, qui freine l'engagement, qui démotive chez les volontaires et aussi chez les professionnels qui ont régulièrement, qui expriment régulièrement un sentiment de faire des missions qui sortent du spectre de l'urgence. Voilà. Sur ce tableau, on prend première approche. Merci. S'agissant de la zone sud et du département de l'Hérault, puisque globalement la zone sud se décompose en une partie littoral méditerranéen, les Corses, et puis ex-Midi-Pyrénées. Donc on a quand même un antagonisme entre ex-Midi-Pyrénées et le littoral méditerranéen, où opérationnellement on a quand même des typologies assez différentes. La zone sud et le département de l'Hérault se symbolisent par l'arrivée d'1 million d'habitants, entre guillemets, de vacanciers tous les étés. C'est-à-dire qu'on double quasiment notre population tous les étés. Ça veut dire qu'il faut faire face. Et là, on a un vrai sujet de gestion de la saison estivale. C'est vraiment la grosse particularité de la zone sud. C'est-à-dire que sur la période estivale, donc, on a une augmentation de la population qui vient sur le littoral, mais pas que, maintenant avec le tourisme viticole ou autre qu'il peut y avoir sur l'arrière-pays. On a un de nos risques naturels, le feu de forêt, qui est à son paroxysme, et on a quand même nos sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires, qui souhaitent aussi partir en vacances. Donc on a un effet ciseau avec une baisse de disponibilité de nos sapeurs-pompiers et une vraie hausse de l'activité. Et c'est le vrai symbole, je dirais, de toute la particularité que l'on a sur la zone sud. S'agissant du département de l'Hérault, en plus, nous avons les épisodes cévenols et méditerranéens. Le département de l'Hérault est le département sur lequel il y a eu le plus de vigilance rouge depuis la création des vigilances rouges par Météo France. Donc et souvent on dit que la saison feu de forêt se termine avec le début des épisodes cévenols avec les grosses inondations. Sur les autres particularités, alors même que le SDIS de l'Hérault, je dirais, c'est un gros SDIS de première catégorie avec 900 sapeurs-pompiers professionnels, 4000 volontaires, 230 personnels administratifs, un budget de 105 millions d'euros en fonctionnement et 40 millions d'euros en investissement. Faut comprendre que sur nos feux de forêt, 80% des personnels dans les véhicules sont des sapeurs-pompiers volontaires. C'est pour ça qu'il est important de garder le maillage territorial sur 70 centres de secours sur le département, parce que c'est ce maillage territorial, c'est cette disponibilité. Quand je vous expliquais les effets ciseaux que l'on avait l'été, c'est le fait de maintenir une grosse ressource de sapeurs-pompiers volontaires qui arrivent à tourner avec les congés l'été,
qui nous permet d'avoir cette disponibilité et qui nous permet d'avoir justement cet engagement opérationnel à la fois sur le feu de forêt mais également sur l'ensemble des épisodes Cévenol, puisque lorsqu'on se prépare à mettre des personnels de garde lorsque l'événement arrive. Donc c'est un vrai sujet. Souvent on dit, c'est le paradoxe que j'exprime souvent sur le secours à personne, où un certain nombre de nos centres de secours vivent grâce au secours à personne l'hiver, parce qu'il n'y a pas tant d'activités autres, et ça permet de donner un sens à certaines missions, tout en gardant, et je ne reviens pas parce que je suis à 100% d'accord, bien évidemment, à ce qu'ont dit mes deux collègues sur le sens de la mission, mais dès lors que la mission est de l'urgence, ça permet de donner de l'activité. S'il n'y avait pas cette activité l'hiver, il y en aurait certains centres de secours où les pompiers se poseraient la question de rester. Et si on n'avait pas ces centres de secours qui vivent l'hiver, on n'aurait pas la ressource l'été non plus. Donc l'objectif est à la fois de participer, je l'ai déjà dit, à la cohérence du secours à personne dans un département, parce qu'on a besoin, entre guillemets, la population a besoin, parce qu'il n'y a pas d'autres services qui est en capacité non plus de répondre sur le territoire. On voit que pour des raisons économiques, tout le monde ferme les services publics dans la ruralité. C'est grâce au volontariat qu'on arrive à maintenir ce maillage indispensable qui nous permet à la fois de garder ce service public, de porter secours, d'avoir avec des infirmiers protocolés, ça c'est une vraie ressource que l'on a sur nos territoires, une réponse paramédicale, mais à côté de ça, le sens de la mission. Et puis je reviendrai sur un point, c'est qu'on entend ça et là la fermeture de services d'urgence et on l'apprend du jour au lendemain. Personne ne nous prévient. Donc on subit encore une fois ces fermetures. J'ai l'impression qu'en France, tout le monde a le droit de fermer, sauf nous. Parce que dès lors que nous, on pose des questions et on nous dit « Ah non, vous n'avez pas le droit de fermer, sinon il n'y a plus rien », mais personne ne pose la question aux autres services pourquoi ils ferment. Et ça, c'est une vraie difficulté. Quand j'entends quelquefois on ferme des maternités parce qu'il faut moins de 200 ou 300 accouchements, j'entends que pour être bon, il faut faire les actes souvent. Mais qui c'est qui va venir faire l'accouchement de cette personne à 2h du matin ? C'est un centre de secours où le sapeur-pompier, ils font 200 interventions dans la globalité. Donc personne ne se pose la question, lorsqu'on ferme des services publics, qui va faire la mission à la place ? Donc voilà, j'entends très bien les problématiques médicales, mais une fois que la maternité est fermée, qui c'est qui va intervenir ? En plus, ce sont des personnes qui, quelquefois, ont moins d'activité dans ce fonctionnement-là. Donc effectivement, on a ces sujets-là. Le sujet de financement est fondamental parce que les risques avec le dérèglement climatique, ils sont de plus en plus prégnants. Avant la saison feu de forêt, alors quand j'étais tout petit, je commençais sapeur-pompier volontaire à 17 ans, elle commençait le 14 juillet, la saison feu de forêt, et elle se terminait 15-20 août, les premiers orages de fin août. Et puis maintenant, l'année dernière, elle a commencé, ou cette année, elle a commencé au 1er mai. Et elle s'arrête, comme je dis, en fonction des épisodes Cévenol, mais sinon elle continue jusqu'au mois de novembre sans aucun problème, avec des grosses difficultés. Les épisodes Cévenol, pareil, avant c'était fin août. Maintenant, la dernière fois, les grosses inondations sur Béziers, elles ont eu lieu au 1er janvier. Donc ce dérèglement climatique, il est là, il est présent, et donc on doit faire face en permanence, et il faut s'adapter. Il faut s'adapter parce que toutes nos missions explosent, et nos concitoyens à juste titre, besoin d'avoir des services publics qui répondent. Et on a ce besoin, en tout cas, d'adapter le financement au risque. C'est pour ça que les discussions qu'il y a en ce moment sur l'Assemblée des départements de France pour la révision de la TSCA, c'est un vrai sujet. Et le développement dans un grand nombre de nos SDIS du sujet de la valeur du sauvé, pour expliquer quelle est la cohérence de l'action des sapeurs-pompiers, de mettre en perspective nos financements par rapport à ce que l'on sauve, c'est un des vrais sujets. Et en tout cas, le financement, pour nous, on voit qu'on arrive globalement à la fin d'un système, compte tenu des ressources financières des collectivités maires, à savoir les communes, PCI et départements qui n'ont plus aucune liberté financière. Et donc derrière, à partir du moment où on a une explosion des secours et que les ressources de nos collectivités n'évoluent pas, c'est là où on a un effet ciseau qu'il va falloir réfléchir. Bonjour à tous. Donc le SDIS de la Somme, c'est un SDIS assez représentatif de beaucoup de départements en France. C'est 400 sapeurs-pompiers professionnels, 100 personnels administratifs et techniques, environ 2000 sapeurs-pompiers volontaires. On a une particularité qui est assez intéressante, c'est qu'on a vraiment
toute une partie particulièrement rurale, on a une partie maritime, et on a aussi une partie assez dense en population, notamment urbaine, avec toute l'agglomération d'Amiens. Donc ça crée effectivement un peu tout le panel que l'on peut trouver chez les sapeurs-pompiers. On a dans notre organisation, on a une belle densité avec 56 centres de secours qui couvrent le territoire, et une particularité encore maintenant, parce que, un petit peu comme en Alsace, on a un nombre qui reste relativement élevé de corps communaux, hein, puisqu'on a une vingtaine de corps communaux encore qui subsistent du côté de la Picardie maritime. Sur les 56 centres de secours, on en a 46 qui sont uniquement en garde, enfin en astreinte de sapeurs-pompiers volontaires, avec que des sapeurs-pompiers volontaires. Donc on a encore un vivier et un beau modèle de sécurité civile parce que cet engagement citoyen de nos sapeurs-pompiers volontaires sur le territoire samarien est particulièrement précieux. Comme mes collègues, je ne suis pas sûr, en tout cas, que ce soit qu'un problème de nombre, parce que je pense que le problème, enfin nos sapeurs-pompiers volontaires, en tout cas, on a quand même on n'a pas un problème de nombre, on a vraiment plus un problème de les fidéliser, de pouvoir aussi avoir leur disponibilité, notamment en jour-semaine. Et je pense que c'est un des axes principaux hein, dans les centres de secours que l'on a. On commence à mettre de plus en plus de gardes postés en jour-semaine. Même si on voit aussi que le changement sociétal, où normalement les week-ends avec nos sapeurs-pompiers volontaires, on les avait assez facilement, eh bien effectivement, ça devient plus difficile parfois d'avoir ce qu'on appelle le potentiel opérationnel journalier disponible, en tout cas, notamment les week-ends et encore plus les week-ends, j'allais dire, estivaux et printaniers. Là où je me différencie un petit peu, c'est que dans mon département, en tout cas, on n'a pas de problématique, en tout cas sur le sens de la mission, notamment par rapport au SUAP, où on a des rapports avec nos collègues de la santé qui sont particulièrement sains. Dernièrement, on a eu dans les années précédentes, comme beaucoup, de vraies inquiétudes sur les carences, enfin les interventions pour carences d'ambulances privées. Ce problème a été, en tout cas pour l'instant, en partie résolu par les gardes ambulancières qui ont été montées suite au décret sur les transports sanitaires urgents. Donc on a trouvé en tout cas un équilibre qui me paraît tout à fait convenable pour nos sapeurs-pompiers. C'est vrai qu'on est totalement tributaire, en revanche, d'orientations qui peuvent subvenir sur des fermetures de centres hospitaliers ou de certaines parties où du jour au lendemain, nos sapeurs-pompiers, justement volontaires, qui vont quitter leur lieu de travail, où on a des difficultés de les trouver en semaine, peuvent partir pendant 2 ou 3 heures pour aller faire des transports entre le moment où ils vont sur le centre hospitalier et où ils reviennent. On n'a pas de problème d'attente sur les différents centres hospitaliers. Nous, le temps est surtout pris pour les délais de transport, si je devais un peu caricaturer notre fonctionnement. Les risques sur lesquels on est nouvellement, en tout cas, ou de façon peut-être plus fréquente, parce que les risques ont toujours été, mais c'est vrai qu'on voit une récurrence, comme tous les départements français, mais une récurrence des crises qui commence à devenir quand même assez inquiétante, puisque ce qui était d'un risque relativement aléatoire, on voit qu'on est quasiment obligé de se dire que tous les 2 ou 3 ans, c'est quelque chose qui va subvenir. Dans la zone nord, tout ce qui était feu de champ, feu de blé sur pied, feu de récolte, c'était des choses qui étaient quasiment inconnues, ou en tout cas très très peu, c'était pas un sujet d'inquiétude. On a eu 2 étés dernièrement, 2019 et 2022, où on a eu quand même des très forts engagements opérationnels, avec quasiment 2/3 de tous les personnels disponibles sur certaines journées. Donc en tout cas, on a une intensité qui est beaucoup plus forte qu'avant. On a eu des tempêtes, des tornades particulièrement fortes aussi sur le territoire. Et on voit d'ailleurs toute la limite actuelle où, en tout cas, on peut se créer des ruptures capacitaires de nos fonctionnements. Rupture capacitaire où il faut éviter, si je suis un tout petit peu trivial, mais la loi de Murphy, c'est-à-dire que là, on le voit par exemple en ce moment avec les drames que peuvent vivre nos collègues dans le Pas-de-Calais. Si on avait de façon concomitante sur plusieurs territoires, et en particulier tout autour sur la partie samarienne ou dans le nord, des épisodes particulièrement forts aussi de crise, on aurait beaucoup de difficultés à pouvoir assumer. Et
En fait, une des réflexions que je crois il faut que l'on ait, c'est que toute la partie sur le risque courant, hormis les situations complexes sur le SUAP avec les rapports avec la santé, dans nos systèmes de financement reste relativement soutenable, ou en tout cas on y arrive assez correctement. En revanche, tout ce qui va sortir du domaine du courant, tout ce qui va devenir sur des risques particulièrement complexes, qui engagent d'ailleurs des matériels coûteux, lourds, une formation encore plus spécifique, une polyvalence de nos missions qui augmente encore plus. Là, on a des coûts financiers qui deviennent quand même particulièrement lourds pour les collectivités, où on voit d'ailleurs, aux particularités, notre président et en même temps président du conseil départemental et président du conseil d'administration, on voit qu'à un moment donné, s'il n'y a pas une aide de l'État qui vient notamment sur la partie investissement avec le pacte capacitaire, ça peut devenir très très compliqué d'engager des finances publiques territoriales sur ces parties-là. Voilà, ce que je peux rajouter aussi, c'est que sur notre volontariat, on a parlé tout à l'heure des jeunes sapeurs-pompiers. C'est un vivier qui est extrêmement précieux. Un département comme la Somme, on en a 400. La moitié de mes sapeurs-pompiers volontaires qui rentrent chaque année viennent de mes jeunes sapeurs-pompiers, donc c'est quand même particulièrement notable. Je sais que dans les questions, il y a aussi l'impact citoyen de notre modèle de sécurité civile, donc je suis intimement persuadé, c'est qu'au-delà d'avoir des sapeurs-pompiers volontaires, on distille aussi une citoyenneté et une compréhension en tout cas de la sécurité civile et par nos jeunes et par nos sapeurs-pompiers volontaires, quand bien même ceux-ci ne restent pas aussi longtemps qu'on l'espérerait parmi nous. Mais en tout cas, ça permet en tout cas de donner une robustesse aussi à notre fonctionnement et à pouvoir faire face à des crises lorsqu'elles subviennent, parce qu'on a vraiment besoin d'avoir du nombre aussi. Voilà. Donc moi, je viens d'un département, peut-être le plus petit département de la Tablée, dans une zone, la zone sud-ouest, qui se caractérise, mais c'est le propre de toutes les zones de France, de l'hétérogénéité qu'on peut avoir dans les risques et dans la taille des départements. Parce que vous comprendrez bien qu'entre la Creuse, et je les aime bien, c'est mes amis, c'est mes voisins, entre la Creuse et la Gironde, on n'a pas la même capacité de réponse. Et pour autant, on a les mêmes exigences. La population a les mêmes exigences. Donc déjà, on constate un premier clivage dans la capacité à mobiliser nos ressources et à apporter en tout cas une réponse identique. Et puis pour les risques, c'est pareil. Hein, entre les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et la Haute-Vienne, on n'est pas du tout sur les mêmes risques, donc des besoins sans aucun doute différents d'un département ou d'un secteur à un autre. Ça, c'est pour remettre le contexte zonal et les décalages qu'on peut avoir. Bon, on l'a entendu autour de la table, hein, les écarts d'effectifs qu'on peut constater chez les sapeurs-pompiers volontaires, professionnels, ainsi de suite. Moi, c'est 900 sapeurs-pompiers volontaires, c'est 30 centres de secours. Mon collègue en a 56, plus des corps communaux. Moi, j'ai 900 sapeurs-pompiers volontaires, 200 pros. Donc, un bassin assez restreint pour apporter la réponse opérationnelle. La difficulté qu'on a aujourd'hui, puisque pour mon département en tout cas c'est majoritairement des sapeurs-pompiers volontaires, c'est celle que mes collègues ont évoquée, la perte de sens. Et la perte de sens, pourquoi? Alors déjà parce qu'on a des changements de paradigme en fonction des générations. Hein. Le pompier de notre génération qui a commencé sapeur-pompier volontaire se voyait parfois finir comme sapeur-pompier volontaire, évoluer dans une carrière et ainsi de suite. Aujourd'hui, on a des jeunes qui viennent pour un temps. Mais c'est très clair dans leur tête au moment du recrutement, ils viennent pour un temps au sein des sapeurs-pompiers et ils font leur temps et ils s'en vont. Donc on a toute cette difficulté de renouveler nos effectifs. Donc il y a le changement de mentalité. Le Covid est passé par là. On le retrouve dans toutes les associations. Hein. Et là, pour le coup, toute génération confondue, l'investissement n'est plus le même dans les associations. On veut s'investir quand j'ai décidé de m'investir. Mais par contre, quand je m'investis à fond. Quand je dis je suis là ce week-end pour être d'astreinte, oui, je suis là ce week-end, vous pouvez compter sur moi.
Est-ce que tu peux être là le week-end prochain? Ben non, le week-end prochain, c'était pas prévu. Donc on a une vraie évolution des mentalités, à mon sens, qu'il faut qu'on arrive à appréhender. Pour revenir peut-être plus sur mon département, mais c'est aussi le lot de beaucoup de départements, on constate aujourd'hui, on a des effectifs qui sont à peu près en nombre satisfaisants. On arrive tant bien que mal à les maintenir, mais par contre, c'est la disponibilité en journée. Et de plus en plus, on le voit, le week-end, la nuit, ça devient un peu plus difficile, mais celle-là, on l'a encore. Et la disponibilité en journée, on la perd pourquoi? On la perd parce que la majorité de notre population ne travaille plus sur son lieu de vie. Et donc, à partir de 6 heures, dans le meilleur des cas, on n'a plus de pompiers disponibles parce qu'ils sont partis à Limoges, par exemple. J'étais dans les Ardennes avant, c'était exactement pareil. Donc, on a ce décalage qui fait que localement, on a très peu de sapeurs-pompiers volontaires. Donc, on va chercher des employeurs. On sollicite, on a encore quelques jeunes par-ci, par-là qui arrivent à assurer les joints, et on sollicite des employeurs pour libérer les sapeurs-pompiers volontaires, privés comme publics. Moi, ce que je constate dans mon département, pour le volet public, c'est qu'on a quand même des élus qui essaient de jouer le jeu, mais dans la réalité, on constate que les effectifs de sapeurs-pompiers volontaires appartenant à des salariés d'une collectivité diminuent petit à petit. Donc on a le message, oui, on vous soutient, oui, on vous aide, mais dans les faits, on constate que les effectifs de sapeurs-pompiers volontaires municipaux diminuent petit à petit. On s'éloigne du corps communal, tout simplement, et du rôle du maire dans la gestion de ces effectifs. Je ne sais pas quelle sera la solution, mais je pense qu'il y a un vrai sujet à creuser avec les collectivités pour retrouver de la disponibilité. Et après, une collectivité, c'est un employeur comme un employeur privé. À part que sa mission de service public fait qu'il libère plus facilement ses employés. Mais il y a quand même cette difficulté à faire fonctionner un service quand on a un sapeur-pompier volontaire qui part. Et comme le disaient mes collègues maintenant, quand on part, au-delà du délai de l'intervention qui est à peu près constante, il y a le délai de route, parce que Limoges, un hôpital au centre du département, et puis globalement, tous ceux qui sont au nord descendent vers le département. Donc déjà, l'aller-retour, on en a pour une bonne heure quand tout va bien. 45 minutes d'intervention. Arriver aux urgences, une demi-heure d'attente quand tout va bien. Voilà, on a mangé une demi-journée pour un employeur ou pour quelqu'un tout simplement qui veut donner de son temps. Donc, on est sur ces critères-là qui vont entraîner la démotivation des personnels. Alors, les solutions, je ne sais pas, il y en a sans doute beaucoup, il n'existe pas qu'une solution, mais par contre, il y a un sujet qui est central, c'est le financement des SDIS pour pouvoir perdurer et continuer à fonctionner. Donc, on a des coûts qui augmentent comme toutes les collectivités, comme tout le monde. Mais si on veut maintenir notre effectif de sapeurs-pompiers volontaires, si on veut l'accroître justement pour éviter de faire peser de la pression sur les collègues, il faut qu'on arrive à augmenter notre volume de sapeurs-pompiers volontaires. Et tout ça, bien entendu, ça a un coût de formation, ça a un coût de financement, d'habillement, je vous passe tous les détails. Et donc on est vraiment sur cette problématique-là derrière, de comment on peut maintenir un système à flot pour au moins être à iso-fonctionnalité. Voilà pour faire un peu vite. Merci beaucoup pour vos premières réponses. Moi, je souhaitais, dans un premier temps, revenir sur ce que vous disiez sur... c'est un terme qui est vite dit, et pour celles et ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément la signification, c'est sur cette rupture capacitaire. C'est un terme qu'on a déjà entendu lors d'autres auditions, dans d'autres départements, en fonction du territoire, qui était plutôt utilisé dans le cadre d'événements exceptionnels, tels que les feux de forêt de grande ampleur. Alors, et pour vous mettre à l'aise avec cela, parce que la question ne sera pas forcément simple, mais pour vous dire la réflexion sur cette mission d'information, parce que j'ai moi-même été sapeur-pompier volontaire et professionnel pendant plus de 30 ans, j'ai eu le plaisir d'œuvrer dans le SDIS que dirigeait monsieur le contrôleur général, monsieur Sellier. Rupture capacitaire lorsqu'on est sur un temps, j'allais dire, presque sur des risques courants, j'entends.
Ça va de 6 heures d'attente dans les hôpitaux, ça passe par les transports, ça passe par tout ce que vous avez décrit. Qu'en est-il si on rajoute à cela le risque courant qui est une chose, le risque exceptionnel, tant sur les événements climatiques, on le voit, nos amis du Pas-de-Calais encore actuellement, sur le risque technologique, sur le risque sanitaire, c'était lorsque le Covid était passé par là, on a encore aujourd'hui le risque attentat. Donc, est-ce que vos personnels, et on reviendra parce que vous avez dit quelque chose de très très intéressant, notamment sur le rôle des élus, du citoyen, je crois, personnellement, mais je crois qu'on a déjà pu largement discuter là-dessus, sur le rôle essentiel. Mais là-dessus, on y reviendra dans un deuxième temps. Est-ce que vos personnels sont formés à cela, à ces risques, ces nouveaux risques? En partie, je présume que oui, mais si on les prend dans leur globalité, puisqu'on ne sait pas quand ils vont arriver, notamment sur les phénomènes naturels, est-ce que les enjeux de financement, j'entends qu'ils ne sont pas suffisants, y a-t-il une réflexion sur laquelle vous avez pu participer en fonction de vos rôles et de vos postes ou de vos associations, comme ce matin, l'association des directeurs adjoints? Enfin voilà, avez-vous déjà une piste de réflexion là-dessus, sur ce système de sécurité civile, ou est-ce que d'après vous, on en est aux prémices et on est encore sur un fonctionnement dit comme par le passé? Merci. Non, ça va le faire. On est bien éduqués, on continue chacun. Non, peut-être pour essayer de répondre à votre question, monsieur le député, mais la rupture capacitaire, elle peut aussi s'entendre sur la couverture des risques courants. C'est ce qu'on évoquait. Quand on n'a personne dans nos centres en journée, la semaine, on n'a plus de capacité à répondre à la sollicitation. Pardon, oui, je prends juste le micro parce que sinon, s'il ne marche pas le mien. C'est juste pour le couper. Voilà, c'est ça. Non, ce que j'entendais par là, pour qu'on ait bien en tête, c'est que rupture capacitaire est égale à plus de réponse. Pas de réponse. Oui. Voilà, c'était dans ce sens-là. Pardon. Ça a coupé. On peut parler de feux de forêt quand effectivement sur une même année il y a des feux de forêt en permanence et sur des longues durées. Mais sur le risque courant, je voulais juste peut-être témoigner de... Aujourd'hui, ça a été dit par mes collègues, on a des difficultés, on constate une baisse de la disponibilité de nos sapeurs-pompiers volontaires. C'est une réalité. On peut bien... Voilà. Et cette baisse, elle s'est accentuée notamment ces dernières années. Le Covid a certainement été un des phénomènes qui a aussi fait évoluer la société et la manière dont les gens voient les choses. Pour autant, notre système, il était très résilient. Il faut bien qu'on conserve ce système-là. Donc, une des questions qu'on se pose, et une des questions que je me pose dans le Bas-Rhin, mais là aussi, on l'a fait dans plein d'endroits en France, comme on n'a plus de personnel ou pas suffisamment de personnel pour assurer l'astreinte sur une commune ou sur un centre, et bien peut-être que demain, il va falloir qu'on y mette des gardes. Mais quand je dis des gardes, ce ne sont pas des gardes de pompiers professionnels, pas que. Il y a aussi autoriser les sapeurs-pompiers volontaires à assurer des gardes. Et là, ça rejoint une autre problématique qui est ce risque que ces gardes soient considérés comme du temps de travail. Bref, donc la rupture capacitaire pour la couverture du risque courant, à mon avis, elle est aujourd'hui, c'est une réalité, et il va falloir qu'on la prenne en compte parce qu'il y a des territoires qui sont de moins en moins couverts, et les territoires ruraux qui sont de moins en moins couverts en journée, semaine. Donc, tout ça a été fragilisé, et il faut qu'on maintienne en place cette organisation. On est bien souvent le dernier maillon de la chaîne. Hein. On a une implantation territoriale qui est presque unique, et on répond à toutes les sollicitations, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Donc voilà, moi peut-être déjà ce premier éclairage pour vous laisser mes collègues compléter. Moi, si je devais vous donner une image, la rupture capacitaire, c'est le cauchemar de tout hiérarchique dans notre système. C'est effectivement l'incapacité à faire face à une demande de secours. Et ça peut être, comme le disait mon collègue, sur les missions au quotidien, parce que ça existe. Aujourd'hui, je pense que nous sommes représentatifs d'une hétérogénéité des territoires,
Mais bon, avant d'être dans le Rhône, j'étais en Savoie, et avant d'être en Savoie, j'étais dans les Alpes d'Haute-Provence. Donc voilà, je connais bien aussi. Et dans le Rhône, on a aussi ces territoires très ruraux, c'est pour ça que je l'ai indiqué, ces difficultés en journée. Et il nous arrive d'avoir effectivement plusieurs centres qui sont dans l'incapacité de faire face. Et ça, c'est pour couvrir des interventions de tous les jours, des interventions courantes. Donc c'est déjà une réalité, la rupture capacitaire. C'est pas quelque chose, une menace qui va arriver, c'est déjà le quotidien. Et c'est déjà, effectivement, depuis plusieurs années, tout un travail, alors qui se fait, là encore, puisque vous l'avez compris, on est représentatif d'une grande diversité. Donc notre modèle, il est agile. Nous travaillons avec l'ensemble de nos partenaires. Nous travaillons vraiment à essayer de trouver des solutions. Et les solutions d'un endroit ne vont pas forcément s'adapter à l'autre. Ça, c'est peut-être aussi une piste de réflexion pour l'avenir. Il faut, je pense, peut-être aussi se permettre que sur les territoires, on invente des solutions de façon un peu plus souple, mais qu'on ait un contrat de territoire et qu'il y ait une réflexion plus autour des acteurs du territoire. On n'a pas tous, en fonction des endroits où on est, les mêmes ressources et du coup les mêmes opportunités. Donc imaginez un contrat capacitaire global au niveau national avec une performance un petit peu générale, je pense que c'est illusoire. Et donc je crois qu'il faut aussi, à travers ce constat de rupture capacitaire du quotidien, se projeter aussi vers l'avenir. Et l'avenir nous renvoie à cette difficulté que nous savons, parce que c'est déjà engagé et que ça va s'accentuer, que nous aurons à faire face à plus de sollicitations, donc des missions plus intenses et sur une période plus longue. Éric Flores le rappelait, la saison feu de forêt s'est rallongée, et avant la saison feu de forêt, il y a des tempêtes, il y a des inondations, et après la saison feu de forêt, il y a les épisodes Sovdol, il y a aussi les inondations. Et donc, en gros, il y a 20 ans, on était sur une saison de forte activité qui durait 3 mois. Aujourd'hui, on est sur 5-6 mois. Et le dérèglement climatique va renforcer ça. Bon, le constat qu'on peut faire, c'est que notre système, il est robuste. Il a tenu, il a été fortement poussé dans ses retranchements en 2022, il a tenu. Il y a un certain nombre d'enseignements qui ont été tirés. Mais je trouve que c'est très intéressant à travers cette mission de regarder aussi vers quoi on peut aller. Et je pense que ce vers quoi il faut aller, c'est pas la continuité juste de ce qu'on a. Et pour rejoindre, monsieur le rapporteur, le propos que vous teniez, moi je crois qu'on est quand même un peu à la fin d'un système qui a été conçu il y a une trentaine d'années, qui a de vraies qualités, qui est robuste, qui l'a démontré, mais qui montre maintenant des fragilités, parce que on ne pourra pas engager les sapeurs-pompiers qu'on n'a pas ou qu'on n'aura plus. Donc le défi, c'est de ne surtout pas perdre ce qu'on a. C'est de faire en sorte peut-être aussi d'aller questionner d'autres viviers. C'est peut-être de comprendre, parce qu'il y a un outil qui nous manque, c'est une enquête de sociologie. C'est très compliqué de parler du volontariat. Moi, je ne sais pas vous donner une définition du volontariat. Je pense qu'il y a des volontariats. Et donc, avant d'envisager des plans d'action au niveau national, au niveau départemental, je pense qu'il serait utile qu'on ait vraiment, et ça a déjà été fait par le passé, une enquête de sociologie pour comprendre en fait qui sont les hommes et les femmes qui servent chez nous, et puis pour la faire aussi au niveau des sapeurs-pompiers professionnels, parce que beaucoup ont aussi le double statut. Certains sont très utiles sur les territoires ruraux, parce que, par exemple, je vois sur Lyon, l'accès au logement est très compliqué. Et les sapeurs-pompiers professionnels s'éloignent. Beaucoup sont volontaires dans des centres ruraux auxquels ils apportent leur concours. Donc il y a aussi ce sujet d'ancrage sur le territoire. Je pense que ce qui fait la marque de fabrique d'un sapeur-pompier, c'est qu'il connaît son territoire, il sert un territoire et il connaît les acteurs du territoire. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ce caractère local. Un sapeur-pompier doit être remis dans cette dimension locale, à la fois à travers la doctrine, l'emploi, et que les territoires aient aussi les outils, peut-être, pour avoir un peu plus de souplesse pour définir leur niveau de performance, pour travailler ce sujet de rupture capacitaire. Et puis ensuite, parce que les évolutions réglementaires successives nous ont donné quand même pas mal d'outils qui, je pense, ont tous été utilisés. On voit qu'on arrive malgré tout à la fin un peu de cette capacité à nous adapter. Donc il va falloir aller chercher plus de monde, utiliser peut-être un peu différemment. Donc se posera la question des réserves. Les réserves, ça n'est ni un gros mot, ni un sujet tabou, mais ce n'est pas non plus une solution miraculeuse.
Parce qu'à un moment donné, ça va dépendre de ce qu'on en attend, de ce qu'on veut faire. Donc il y a une réflexion profonde à poser. Et donc du coup, quand on commence à poser un petit peu les perspectives en partant du constat, oui, la rupture capacitaire, c'est déjà maintenant, vers ce vers quoi on va, donc une réflexion prospective, je pense qu'il est important qu'on ait une réflexion beaucoup plus globale avec tous les acteurs. Parce que la particularité de la sécurité civile, et c'est son grand intérêt, c'est que c'est un modèle totalement hybride, polymorphe et intégré. On va aller chercher le spécialiste dans le système de couteau suisse qui va être capable de travailler avec tel autre acteur, et ces gens-là sont agrégés dans une politique qui est cohérente. Je ne sais pas si je suis clair, mais en fait, c'est un patchwork de statuts, de métiers, de compétences, et c'est ça la force de la sécurité civile. C'est à la fois l'État, c'est à la fois les collectivités territoriales, et donc en fonction du problème auquel on est confronté, on est capable d'aller chercher des gens qui sont des pilotes, des gens qui sont des démineurs, des gens qui sont des sapeurs-pompiers volontaires, des professionnels, qui sont dans des associations agréées. Et finalement, parce qu'on a aussi une organisation hiérarchique organisée, c'est régalien, le patron en opération, c'est le ou la préfète, ce système est cohérent. Et donc de ces différences, en fait, en les agrégeant dans un système cohérent, ça en fait une force. Et ça, il ne faut pas le jeter. Je crois que c'est la particularité du système français, c'est ce qui fait sa force. Aujourd'hui, on a des défis à relever, et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse vraiment à ausculter le modèle. Qu'est-ce qui fait sa force? Qu'est-ce qui est adapté? Vers quoi va-t-on? Et quelle ambition, finalement, le pays va-t-il avoir pour la sécurité civile? Parce que, soyez sûrs d'une chose, tous, dans nos départements, sur nos territoires, avec nos élus, avec nos préfets, avec nos équipes, nous donnons tous les jours vraiment le meilleur de nous-mêmes pour faire en sorte que, malgré ces difficultés, on arrive quand même à assurer les secours. Parce que notre cauchemar, c'est effectivement de ne pas pouvoir assurer un secours. Chaque secours est important. Ce n'est pas le nombre, c'est à chaque fois, voilà, chaque opération, c'est un nouveau défi à relever. Et c'est vrai qu'on a besoin vraiment de réfléchir à d'autres pistes. Voilà, je crois que notre modèle, il arrive un peu aux limites. On l'a customisé au maximum, mais voilà, il faut qu'on invente ensemble autre chose. On a un gros défi pour l'avenir. Bon, je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit, parce que forcément, je le partage sur une grande partie. Simplement vous dire que la production d'un SDIS, c'est de faire face aux risques. Donc finalement, notre travail à tous, globalement, c'est de recruter, de mettre en place un potentiel de garde qui va faire face à des interventions, qu'elles arrivent ou qu'elles n'arrivent pas. Donc voilà globalement notre sujet. Notre capacité, donc la rupture capacitaire, vient à un moment sur un manque de moyens humains, un manque de moyens matériels, et des manques de moyens matériels, il peut y en avoir. On le voit avec le dérèglement climatique qui va plus vite que la capacité de financement de certains investissements, et c'est pour ça qu'il faut continuer les plans d'équipement structurants que fait actuellement l'État. C'est pour ça aussi que dans le rapport Falco, il y a la possibilité de créer un fonds de dotation spécifique financé par la valeur du sauvé. Enfin, pour moi, je trouve que ça serait aussi une bonne idée, parce qu'il y a des endroits où, on le voit, on a des SDIS, et c'est une des évolutions de la départementalisation, où on a des SDIS où on est capable d'acheter des remorques satellites, et d'autres où on n'est pas capable de remplacer nos CCF. Donc à un moment, oui, il y a des ruptures capacitaires techniques, et il faut aider aussi les SDIS qui ont ces difficultés. Au niveau opérationnel et humain, comme le dit Emmanuel, on a tous les jours, on a une rupture capacitaire. Vous prenez n'importe quel centre de secours à 10h du matin qui engage 3 personnes pour faire un VSAV, derrière on n'est pas capable de faire un départ incendie. Parce qu'on a, à la limite, si on arrive à avoir 3 personnes déjà pour faire un secours à personne, il n'y a plus de départ incendie. Donc le sujet que l'on a, et dans certains endroits, en fonction de la demande croissante de secours, vous prendrez nos métropoles, on doublerait le nombre d'ambulances, elles seraient absorbées dans le cadre de la demande qu'il y a. Donc déjà, on est en rupture, déjà, elle existe cette rupture capacitaire. Et c'est pour ça qu'on a besoin de travailler, comme le disait Stéphane, avec nos partenaires aussi du SAMU, pour leur faire comprendre qu'il y a des moments où cette ambulance, on ne peut pas la prendre parce que derrière, les feux ne seront pas éteints. Et ça, c'est la compréhension en amont de toutes nos interventions. Donc, si on doit arriver aussi, entre guillemets, à gérer cette rupture capacitaire que j'explique quotidienne, c'est travailler avec un certain nombre de partenaires
pour savoir ce que l'on peut différer et savoir comment on peut mettre notre organisation. Et on ne fait pas partie des discussions avec nos partenaires, dans certains endroits, dans d'autres, on y arrive, mais je dirais d'une manière générale, il faut qu'on puisse développer ce partenariat-là. Les autres ruptures que l'on a, c'est les ruptures humaines sur le volontariat, on l'a abordé, mais en tout cas, ce que pèse la directive européenne du temps de travail sur le volontariat, à un moment, on le voit avec un certain nombre de jurisprudences, il va falloir qu'on se positionne, la France, pour vraiment soit changer la directive sur le temps de travail, soit proposer une directive, en tout cas sur l'engagement citoyen. Et je pense que c'est plutôt ça là qu'il nous faudrait, parce qu'il y a un de nos sujets fondamentaux, c'est qu'au-delà de dans la rupture capacitaire, il y a l'impossible opérationnel. Et l'impossible opérationnel, on ne peut y répondre que par la formation de la population. Si on était à Trèbes le jour où il y a eu les inondations dans la rue, lorsque la rivière elle sort, on peut envoyer aucun sapeur-pompier pour sauver les personnes parce que c'est trop tard. Donc il faut former notre population. Donc le sujet, et si on n'a pas cette formation, cet engagement citoyen au travers des réserves, au travers de notre volontariat, mais également surtout au travers de la formation du grand public, on n'y arrivera pas. Donc le sujet, c'est aussi la formation du grand public qui nous permettra à un moment de différer à la fois cet impossible opérationnel et certaines de nos ruptures capacitaires, parce qu'on le voit encore actuellement, on a une différence entre la population des villes et le nombre d'ambulances entre la population des villes et la population des campagnes. La population des campagnes continue à ne faire moins appel que la population des villes. Donc il y a une certaine consommation qui s'est créée du bien de service de secours à personne. Donc il faut redonner aussi à la population la possibilité de s'auto-soigner dans certaines situations et d'arrêter de faire appel. C'est pour ça que cette formation elle est indispensable. Et derrière, il y a aussi la formation pour nous qui est indispensable, c'est la formation des élus. Parce que si on arrive à faire comprendre aux maires que c'est le premier échelon de la gestion des crises, si on arrive à retravailler avec lui, il nous aidera à recruter des sapeurs-pompiers volontaires, il créera sa réserve communale de sécurité civile, et c'est là où on arrivera aussi dans un domaine à peut-être différer ces ruptures capacitaires, ou les absorber, ou alors mieux les anticiper. Voilà, globalement, sans reprendre tout ce qu'avaient dit mes collègues, sur lesquels j'agrée à 100%. Alors, je souscris totalement à tout ce qui vient d'être dit. Alors la façon dont je vois les ruptures capacitaires, pour le risque courant, spontanément, j'utilise assez rarement le terme de rupture capacitaire. Je le vois plutôt comme une dégradation, en tout cas, de notre réponse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le cas de mon sapeur-pompier qui est en train de faire une carence d'ambulance privée et qui dégarnit complètement toute une partie du territoire et sur lequel j'ai un début d'incendie, j'arriverai à avoir la réponse capacitaire, mais avec des délais beaucoup plus importants. Donc effectivement, il y a quand même en clair, on arrive à faire sur le risque courant toujours. Après, c'est un problème de délai, notamment, pour pouvoir y intervenir. Là où notre société, notre monde, d'ailleurs au sens large du terme, crée vraiment pour moi des ruptures capacitaires sur des crises, c'est justement le principe même de ces crises qui, elles ont plein de noms, entre hybrides, polymorphes, hybrides, mais on sait que notre capacité, qui, par vocation dans un service départemental, est départementale, donc elle ne peut pas commencer à inclure ce qui va complètement la déborder à un moment donné. Et là où je pense qu'on pourrait en tout cas travailler de façon plus forte, et d'ailleurs c'est le cas parce que les textes de loi, et notamment les derniers avec la loi Matras, avec des documents comme le contrat territorial de réponse face aux risques et aux effets potentiels des menaces, on voit qu'il y a une vraie volonté en tout cas de se préparer à qu'est-ce qui peut me créer des ruptures capacitaires. La vocation, vraiment j'insiste dessus, mais la vocation d'un département, forcément, c'est d'être à un moment donné en rupture capacitaire pour quelque chose qui sort de la norme. Et là où effectivement dans notre structure, et je trouve que la structure départementale est un bon échelon pour pouvoir faire la réponse, notamment sur le risque courant et sur une grande partie des risques complexes, mais à un moment donné, effectivement, l'échelon zonal qui existe, mais qui, pour les sapeurs-pompiers, peut-être en termes de planification, en termes de ressources financières pour pouvoir gérer la planification derrière, comme justement on dépend de nos collectivités, ce n'est pas une collectivité à ce niveau-là qui donne l'argent, et donc c'est plutôt une vision de direction
du ministère sur comment se fait la répartition financière, comment se fait la planification, quels moyens je mets en œuvre pour pouvoir prévenir tout ça. Et on voit d'ailleurs que tous les documents, je reprends, hein, mais que ce soit ce document qui pour moi est un document de grande valeur, qui devrait avoir une nouvelle version qu'est le Cotrim, parce qu'il a une vocation d'anticiper les risques et les menaces, pas uniquement de sécurité civile. Or, toutes les crises, il y a une partie de sécurité civile, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout que de la sécurité civile. La crise sanitaire Covid a impliqué des choses pour la sécurité civile, mais ce n'est pas une crise de sécurité civile au départ, c'est bien une crise sanitaire. Et on peut déployer comme ça sur toutes les crises qu'on vient de vivre, notamment ces 3-4 dernières années. Donc le fait en tout cas d'avoir une vision de planification qui souvent, alors c'est vrai que le plan n'est rien, la planification et tout, mais c'est justement ces lieux où les gens se préparent, se connaissent, travaillent avec, que ce soit les associations agréées de sécurité civile, avec les partenaires de la santé, d'anticiper en tout cas les évolutions que l'un ou l'autre des partenaires sous l'égide des préfets de zone et des préfets de département peuvent avoir. On sent qu'il y a cet embryon qui commence à sortir un petit peu dans les débats, mais comme on n'a pas un espace, j'allais dire, financier, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, au niveau zonal, c'est compliqué quand même à le faire et à le créer réellement. Voilà, en tout cas, c'est une des visions que j'ai. Vraiment depuis 3 ans, en tout cas, tous les textes et les décrets qui sortent dans ce sens-là viennent à raffermir justement cet échelon zonal et à nous donner les moyens, en tout cas, de pouvoir justement pallier à ces ruptures capacitaires parce qu'elles sont réelles, mais parce que c'est la vocation même d'un SDIS. On ne peut pas aller anticiper quelque chose qui a un échelon zonal simplement que sur la taille d'un département. Très rapidement, mais pour aborder un autre aspect de votre question, c'est-à-dire la formation de nos sapeurs-pompiers sur les risques, j'aurais tendance à dire qu'au sein des SDIS, on a une certaine capacité quand même à s'adapter aux risques et à avoir très vite de la doctrine alors, qui évolue dans le temps. Je vais parler des feux de batterie, des feux de voiture électrique. On voit émerger un risque. Très vite, on a des SDIS qui commencent à produire quelque chose, à échanger. Ah oui, ça c'est peut-être pas mal, on va peut-être l'utiliser. Et puis finalement, non, c'est pas bien, on va peut-être tester ça. Donc on est quand même sur une capacité à s'adapter assez rapidement aux risques émergents. En tout cas, à conceptualiser une réponse sur le risque émergent. Après, la mise en œuvre, c'est encore autre chose, parce qu'il faut former du personnel, il faut avoir la ressource pour la formation, et ainsi de suite. Et donc, globalement, je pense que pour faire face à un risque quel qu'il soit, à l'échelle d'un SDIS, on a la capacité de répondre. Mais on est sur une réponse, ce que moi j'appellerais une réponse statistique. Statistiquement parlant, au moment où je vais avoir besoin, j'aurai quelqu'un, parce qu'on a des gens qui sont disponibles, parce qu'on rappelle du personnel, parce qu'on a des gens de garde, et du coup, j'arrive à avoir une réponse, une première réponse. La question, c'est est-ce qu'en effet, à l'échelle de mon département, j'arrive à absorber tous les risques de mon département, qu'ils soient petits ou qu'ils soient conséquents. Et là, en effet, non. Et on doit travailler avec tous nos collègues, et régulièrement, on a recours à nos collègues pour venir renforcer les secours. Sur les risques particuliers, on peut se poser la question, à l'échelle nationale, à l'échelle zonale. Il existe des unités d'intervention de sécurité civile qui sont dimensionnées pour répondre à un certain nombre de risques, pour mobiliser du personnel. Peut-être que le développement de ces unités en France serait peut-être une piste qui ne serait pas complètement absurde. Bon, il y a une section qui va se créer en zone sud-ouest, mais on en aurait peut-être un peu plus dans le département pour avoir une vraie réponse capacitaire. Ça serait peut-être une option qui mériterait d'être creusée. Un frein sur lequel je pense qu'il faut qu'on arrive à éviter d'aller, en termes de formation, c'est d'avoir des obligations réglementaires de formation. Restons sur de la doctrine, restons sur des bonnes pratiques, plutôt que de s'obliger à sortir un texte qui finalement nous contraint particulièrement dans ce qu'on doit faire. Je prends un exemple parce qu'il est en train de se développer, c'est les drones. Le drone, pour piloter un drone, on demande à avoir un permis, une semaine de formation, on a le permis, on peut piloter un drone. En France, c'est partout comme ça.
on se crée de l'obligation réglementaire au sein de la sécurité civile sur le pilotage des drones. Je pense que sur des points comme ça, on pourrait faciliter le fonctionnement des SDIS en limitant ces contraintes-là. Voilà, c'est le point que je voulais aborder, moi, sur la formation. Bien, merci beaucoup. Je souhaiterais revenir sur un des sujets qui me paraît très important. Et on a pu l'entendre et on le voit au fur et à mesure, sans préjuger du rapport final de cette mission d'information. C'est sur le rôle des élus locaux, quelle que soit la taille de la commune, et sur le rôle qu'ils peuvent avoir en tant que DOS, directeur des opérations de secours, comme on a déjà pu en parler. À travers cela, leur rôle, leur formation, mais au-delà de ça, ils ont souvent la possibilité, et on voit bien qu'au niveau du territoire, ce n'est pas partout la même chose, de s'appuyer sur des réserves communales de sécurité civile. Vous en avez fait part à un moment donné, les uns et les autres. Que pensez-vous de cela? Et ça parle effectivement de l'engagement citoyen, puisque peut-être que le premier acteur, je dis peut-être parce qu'on verra les conclusions de tout cela, mais le premier acteur reste le citoyen lui-même. Vous parlez de consommation de biens et autres. Que pensez-vous de ces réserves communales de sécurité civile? Faut-il les développer? Que pensez-vous de la constellation, j'allais dire, au sens large, des associations agréées de sécurité civile? Est-ce qu'elles sont connues et reconnues? Vous les côtoyez régulièrement? Vous travaillez avec eux régulièrement? Ou est-ce que, pour le moment, peut-être, ce sont encore des choses qui sont... alors je sais bien que ça dépend des endroits, mais qui sont un petit peu encore rares, voire trop rares, pour pouvoir... peut-être venir vous soulager, vous, les services départementaux d'incendie et de secours, sur des missions, j'allais dire, qui sont les vôtres. Quid après de la question sur les missions des sapeurs-pompiers? C'est-à-dire, est-ce qu'on traite l'urgence? Alors, je sais que la question est large et vaste. En tous les cas, si je reviens au début, je m'excuse, mais la formation des élus, évidemment, et de la population en elle-même, et les réserves communales, plus la constellation des associations agréées. Bien. Juste pour reprendre la dernière phrase que vous venez de dire, là, c'est quelle est la mission de chacun, et ça répond aussi, enfin, c'est un peu par ce biais-là que je vais répondre, enfin, vous donner ma position sur les réserves de sécurité civile, les associations de sécurité civile, c'est essentiel. Et pour autant, il faut que chacun travaille, comment dire, pas dans son couloir, il faut que les gens soient solidaires, mais il ne faut pas que les uns veuillent faire le travail des autres. C'est une des difficultés. Juste peut-être pour préciser et rejoindre ce qu'a dit mon collègue Eric tout à l'heure, la préparation de la population et des élus est essentielle. Sans cette préparation-là, après on abuse des secours parfois alors qu'il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu. Et donc c'est essentiel. Et notamment la formation des élus. Commencer par les élus. Dans le Bas-Rhin, on a organisé avec l'Association des maires du Bas-Rhin cette possibilité qui est offerte aux élus de les former sur la gestion de crise. C'est encore embryonnaire, mais les élus qui participent trouvent ça très intéressant et leur apportent un certain nombre d'éclairages qu'ils n'avaient pas avant de faire la formation. Sur les réserves, sur les moyens de la sécurité civile, enfin moyens locaux, notamment, bien sûr, il y a les sapeurs-pompiers qui doivent avoir leur rôle. Le Code général des collectivités territoriales précise très clairement quelles sont nos missions. Les réserves de sécurité civile, évidemment, elles sont importantes pour accompagner le maire de la commune sur comment gérer au moment de la crise ou après la crise. Mais il faut faire attention à ce que ces mêmes réserves pompent pas dans le vivier des sapeurs-pompiers volontaires. Et à contrario, ces réserves peuvent être aussi la possibilité pour des sapeurs-pompiers volontaires qui sont peut-être un peu, fatigués, le terme est peut-être mal employé, mais et qui veulent peut-être se mettre un peu en retrait de l'activité de sapeurs-pompiers volontaires qui a ses contraintes de formation, d'engagement, et de participer à ces réserves. Mais faut-il encore que le territoire soit bien marqué et que les uns ne veuillent pas faire le travail des autres. Et j'en reviens là aussi sur une troisième arme, une troisième force que sont les associations de sécurité civile, essentielles également à la gestion de crise, sauf que faut-il encore que ces associations, et c'est un vécu dans le département du Bas-Rhin, donc je le sais, j'en parle, n'aient pas envie de faire le travail des sapeurs-pompiers. Voilà, donc formation, évidemment, de la population au sens large. Une formation, ça passe par la formation des jeunes à l'école. C'est ce qu'on fait dans beaucoup de départements. Formation des élus. Et puis après, toutes ces forces
avec, me semble-t-il, un cadre bien précis de qui fait quoi. Et que les gens ne pompent pas de la ressource chez les uns et les autres, et quand les gens sont sur le terrain, qu'ils ne veulent pas faire le travail que doivent faire les autres. Alors, je partage. Je partage complètement donc l'importance du rôle des élus. Lorsqu'un événement survient sur un territoire, le directeur des opérations de secours ou les directrices des opérations de secours, c'est effectivement le maire ou son représentant. Donc, c'est l'acteur clé, c'est le point de départ de la réponse institutionnelle. Et donc, nous avons, nous aussi, dans le Rhône, mis en place, avec l'association départementale des maires, tout un travail qui s'appuie en fait sur quelque chose qui est né à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Donc l'ENSOSP a fait un programme et des contenus pour former des officiers qui sont capables d'animer des séquences de gestion de crise pour les élus. Voilà. Et nous, on utilise ça. Et on l'a déployé, et effectivement, alors on l'a testé sur une année, il y a eu un excellent retour des élus. C'est aussi embryonnaire, hein, comme disait mon collègue, mais donc on passe sur une étape là où on va reproposer à nouveau des journées, alors c'est des séquences de sensibilisation, et puis après ce sont des exercices aussi de mise en situation. C'est les deux aspects, apport de connaissances et mise en œuvre. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut amplifier. Mais on en revient à la capacité que les uns et les autres ont à le faire. Voilà, c'est plus facile, effectivement, quand on a des équipes dimensionnées. C'est beaucoup plus difficile dans des collectivités où, justement, les ressources sont plus limitées. Pourtant, le besoin est exactement le même, voire peut-être même plus essentiel dans les territoires très ruraux, parce que le jour où il se passe quelque chose, il faut plus de temps pour faire venir des ressources extérieures. Donc là encore, il y a une forme de rupture dans l'égalité à la capacité à former les élus. Voilà, ça doit interroger et ça doit être un sujet, parce que sur le fond, il est évident que ce rôle est important et que cette action est essentielle. Mais elle ne peut pas répondre que sur les moyens dont nous disposons les uns et les autres, puisque je pense que nous avons tous fait cette même analyse de l'intérêt. Nos élus expriment tous et toutes le même besoin. Mais certains ne le font pas, et c'est peut-être plus par manque de capacité à faire plutôt que par l'absence de conviction. Voilà, ça c'est sur ce premier point. Le sujet des réserves, alors je ne connais pas le nombre de villes ou de communes qui ont créé une réserve communale de sécurité civile, mais il est faible. Alors, en tout cas, moi dans ma carrière, je n'en ai pas en tête. Je sais qu'il y a des choses qui se passent en Seine-Maritime. Mais autrement, je connais très peu d'endroits où ça existe. Alors, mon avis n'est pas du tout statistique. Hein. Je n'ai pas la prétention, parce que je ne les connais pas, que ça n'existe pas. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un élément. La loi a permis de le faire. Personne s'en est saisi de façon massive. Pourtant, c'est une bonne idée. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à réétudier. Et donc, quand j'évoquais tout à l'heure le sujet des réserves, je pense qu'il faut qu'on reparte du besoin. Que veut-on faire ? Quelle est la mission ? Quel est le domaine d'activité ? Et c'est effectivement ce que disait mon collègue. Et à partir du moment où on aura défini des familles de missions, d'actions, on pourra peut-être, après, réfléchir à des viviers d'acteurs et du coup aborder le sujet du statut. Et peut-être que si on raisonne juste par le statut, on prend un peu le problème à l'envers. J'illustre. J'étais, à une période de ma carrière, à la tête d'un département du sud de la France. Nos anciens sapeurs-pompiers, donc les retraités, par le biais de l'association des anciens, venaient aider. C'était du soutien logistique pour accueillir les colonnes de renfort des départements extérieurs. Donc c'était extrêmement appréciable, puisque ça permettait effectivement, quand on avait des équipes qui partaient au repos, d'être accueillis dans une caserne avec des personnels non opérationnels qui veillaient à reconstituer effectivement un petit moment de pause et de récupération. Ça, c'était très précieux. Par contre, s'il s'agit, donc ce sont des personnes plutôt âgées, certaines sont encore en bonne condition, pas tous, on ne peut pas les engager sur des missions même périopérationnelles. Un soutien un petit peu plus engagé, un peu plus amont. Par exemple, là, dans le cas des inondations dans le Pas-de-Calais, il peut peut-être y avoir de l'assistance à la population
On pourrait imaginer que ce n'est pas forcément le rôle des sapeurs-pompiers d'aller aider pour porter des médicaments ou éventuellement, là où il n'y a pas de risque d'être emporté par le courant, de sortir quelqu'un simplement pour qu'il ne se mouille pas les pieds. Ça pourrait être d'autres acteurs. Mais voilà, je pense qu'il faut partir de la mission parce qu'on va voir que la solution de la réserve communale, c'est un des outils, c'est certainement pas le sujet complet parce que du coup, voilà, si on regarde la façon dont on se l'approprie, on l'a pas tant utilisé que ça. Je repense aux feux de forêt, parce que ça va faire partie effectivement des forces qu'il va falloir qu'on projette dans la bataille. On ne peut pas envoyer sur des missions de feux de forêt, alors pas forcément qu'à l'attaque, mais même sur des missions d'extinction de lisière, des missions de moins d'intensité, on ne peut pas envoyer des gens qui ne sont pas formés, qui ne sont pas équipés. Donc ça ne peut pas être le citoyen lambda, juste armé de bonne volonté et un peu préparé. Mais à côté de ça, le citoyen un peu préparé, un peu équipé, même s'il ne peut pas faire des missions de forte intensité ou de moyenne intensité, il a peut-être une utilité dans un autre spectre des choses. Et ce qui nous manque, c'est certainement une approche globale pour veiller à faire en sorte, effectivement, que les viviers ne se télescopent pas. Il faut organiser les choses. Je pense que cette vision, on ne l'a jamais eue, on n'a jamais réfléchi à ce qu'on pourrait en faire. Parce que je considère effectivement que les associations de sécurité civile, enfin toute la constellation, j'ai bien aimé ce mot, cette constellation d'associations, ça correspond à notre réalité. La sécurité civile, c'est une mosaïque, mais c'est une mosaïque qui obéit à un schéma cohérent. Donc chacun à sa place. Il faut certainement qu'on réfléchisse davantage à la lumière de ce qu'on pressent qui va continuer à s'intensifier, à nous arriver, à mettre chacun dans le bon segment de mission et de temporalité. Parce qu'on va être sur des missions aussi où le soutien peut durer longtemps. Et tout le monde ne peut pas se libérer longtemps. Voilà. Donc c'est cette approche, en fait, je pense qu'il faut avoir. Ça part d'une réflexion sur que veut-on faire et pourquoi faire. Je me permets juste, il nous reste 9 minutes. Il faudrait qu'on finisse à 16h pile, voire même peut-être 15h59. Donc voilà, je voulais juste attirer votre attention là-dessus. Je vais tenir très rapidement sur la formation des élus. Je vous en ai parlé déjà, donc forcément je suis convaincu. Dans le département, on a commencé depuis 3 ans avec les problématiques de risque naturel. On a, sur les 340 communes du département, on a déjà plus de 220 communes ou élus de toutes ces communes qui sont formés. Tous les ans, on reproduit, effectivement, avec des exercices simples de l'ENSOSP qui sont adaptés à chacun des territoires, qui sont très bien adaptés. Avec cette fonction de DOS, pour expliciter, on en a absolument besoin. Confiner une population, c'est une mission du maire, ou faire évacuer une population, c'est une mission du maire. Lorsqu'on a des risques d'inondation réguliers et des risques feux de forêt réguliers, c'est un choix que doit faire le maire très rapidement. Donc oui, il faut que les élus soient concernés. Une fois qu'ils sont concernés, encore je reviens, ils ont compris l'intérêt d'avoir des sapeurs-pompiers volontaires. Ils ont compris l'intérêt d'avoir un plan, avant d'avoir la réserve communale, d'avoir un plan communal de sécurité civile qui est opérationnel, parce qu'un certain ont simplement pris des entreprises qui leur ont fait un plan qu'ils n'ont jamais ouvert. Donc ils ont compris l'intérêt. Nous, notre intérêt, c'est dès qu'ils déclenchent le plan, d'envoyer un officier de sapeur-pompier directement à la commune, auprès de la commune. Les réserves communales de sécurité civile, on s'aperçoit qu'elles naissent ponctuellement en fonction d'un endroit où il y a eu un risque. Et si le risque n'est pas récurrent, comme il n'y a pas d'activité, meurent de leur propre mort. C'est pour ça que, historiquement, ce qui est une des premières réserves communales de sécurité civile, c'était les communaux de feux de forêt, qui continuent à vivre. Pourquoi ça continue à vivre? Parce que le feu de forêt, on l'a tous les ans. Et donc, tous les ans, on a besoin d'avoir des véhicules de retraités, entre guillemets. Souvent, c'est des retraités. Maintenant, on a de plus en plus de jeunes que ça intéresse, qui patrouillent dans les forêts. Alors, comme dit très bien Emmanuel, ils ne sont pas là pour éteindre les incendies. On n'est pas là pour faire de la haute intensité. Par contre, patrouiller et montrer la voiture orange ou jaune du comité communal, ça veut dire qu'on est dans une forêt à risque et les gens comprennent ces actions de prévention. Et donc, on a besoin d'avoir, en tout cas, ces réserves communales. La mairie de Montpellier a souhaité, dernièrement, le maire a souhaité créer une réserve communale. Le SDIS l'a accompagné, bien évidemment, parce qu'on a besoin, sur les grandes communes qui sont soumises à des gros risques, d'avoir cette capacité de réponse. S'agissant des autres associations agréées de sécurité civile, la loi Matras permet, à l'instar de ce qui se faisait à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, d'avoir un engagement opérationnel de certaines associations agréées dans le cadre des missions du SDIS.
C'est-à-dire d'avoir en gros la Croix-Rouge ou l'association de protection civile qui va partir à la place des sapeurs-pompiers, soit dans une caserne ou autre. Dans mon département, on a déjà signé des conventions avec la Croix-Rouge, avec la protection civile, pour les faire partir, parce qu'on a besoin justement de les encadrer. On a besoin d'avoir effectivement toute cette mosaïque qui tourne autour entre guillemets, de nos activités, de les canaliser justement, parce que pour pas que le champ missionnel, il est important, vous l'avez dit, soit égaré, mais donc il faut que le SDIS soit le porteur aussi, pour moi, de l'ensemble de ces associations, parce que derrière, il y a tout un sujet de résilience de la population, je parle de formation, mais surtout dans certaines activités, une fois que la tempête est passée, on a besoin d'avoir ces associations qui sont là pour que nous, on recontinue à faire de l'urgence et qu'ils fassent le retour à la normale. Je vais essayer de faire vite. Donc, sur le rôle des élus, ou d'ailleurs la place du citoyen par rapport à la sécurité civile, en tout cas, et sur la mission des sapeurs-pompiers, en tout cas, ma conviction, c'est qu'une des missions des sapeurs-pompiers, c'est d'être au cœur justement et de la formation des citoyens sur les risques de sécurité civile et de la formation de nos élus, que ce soit dans des postes de commandement avancés ou dans toutes ces situations de crise. Le directeur des opérations de secours, qui est notre élu, c'est primordial. C'est pas simple dans des départements comme la Somme. En particulier, on a 780 communes, donc ça fait autant d'interlocuteurs. Ça fait partie des sujets, effectivement, qui sont à mon sens, primordiaux à pouvoir, en tout cas, être traités et être dans la fiche de mission des SDIS, d'ailleurs. De façon plus large, sur les liens avec les associations agréées de sécurité civile, sur la place de la réserve, ce qui est compliqué, d'ailleurs, c'est qu'un peu comme nos volontaires, tous ces engagements sont des engagements citoyens sous un autre format, avec d'autres aptitudes, sont précieux, ils sont fragiles. Et ce qui, à mon avis manque, et je rejoins le propos que j'avais juste avant, c'est que dans la façon dont on génère les forces pour pouvoir répondre à des crises, on a besoin, en tout cas, d'une réflexion supradépartementale pour générer ces forces. Voilà. Et pour aussi les lier, parce que lorsqu'on travaille avec les associations agréées de sécurité civile, c'est souvent dans les cas de crise sous l'égide du préfet dans les sites PC. Il faut aussi des moyens dans tous ces endroits-là pour avoir le temps de préparer, pour avoir le temps d'agir et pour avoir les lieux justement de faire des exercices, de se connaître et de pouvoir travailler ensemble. Voilà. Tout est dit. 56, on va faire court. Magnifique. J'ai pas laissé la parole à Madame Régol, mais c'est toujours un peu frustrant ce format quand on invite beaucoup de monde, donc à toi l'honneur. Déjà, mes excuses pour le petit retard, je réglais des problèmes au bureau. Plus sérieusement, souvent quand on fait des auditions, ça sert à infléchir l'avis qu'on avait, à apprendre de nouvelles choses. Là, sur les deux auditions qu'on a eues ce matin, cet après-midi, malheureusement, il y a une forte récurrence, nécessité de revoir un petit peu les modes de fonctionnement pour voir plus loin, nécessité de revoir les modes de financement et de travailler véritablement sur l'attractivité, c'est-à-dire être honnête sur ce que c'est le métier de pompier aujourd'hui et peut-être revoir l'intégralité des missions pour qu'elles soient toutes prises en compte et qu'on puisse avancer. Ça fait, je crois, monsieur le rapporteur, de belles pistes de travail pour les prochains amendements dans nos prochains projets de loi de finances. Magnifique mot de la fin. Encore une fois, on a eu des discussions très riches. On a discuté beaucoup d'engagement, de sens de la mission, de financement, de formation, aussi bien des élus que des citoyens. Là, je crois qu'on aurait eu encore beaucoup de choses à se dire. N'hésitez surtout pas à nous envoyer vos contributions écrites en suivant le questionnaire que l'on vous a fait parvenir, ou pas forcément, si vous pensez utile d'ajouter des choses. Sentez-vous libre. Merci beaucoup pour votre présence et pour vos apports très riches. Et je laisse le mot de la fin à monsieur le rapporteur. Finalement, on va déborder, mais l'essentiel a été dit. Non, sur les derniers éléments, et je rebondis ce qu'a dit notre collègue député Régol, c'est qu'effectivement, il y a de nombreuses pistes. On le voit, on avance très vite sur ces sujets, avec un sujet prégnant, mais vous l'avez très justement dit les uns et les autres, sur l'acculturation de la population, du citoyen et également de l'élu pour faire avoir cette fameuse constellation qui marche, j'allais dire, du mieux possible. Voilà, merci à vous de vous être rendu disponible.